Alors, bonjour à tous, il est 11 heures. Nous allons commencer notre webinar. Ce matin, le thème, c'est l'ABM. Je crois qu'il y a un peu d'écho. Est-ce que vous m'entendez bien, Isabelle, Sonny, Thomas? Oui, tout à fait. Oui. Sans écho. Parfait. On va laisser encore une petite minute à tout le monde pour se connecter. On a franchi la barre de la centaine de personnes inscrites ce matin, donc on vous espère très nombreux. Alors, je profite de ces quelques instants. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, vous avez un chat. Je vois que vous en êtes emparés. Vous pouvez poser des questions. On va essayer de les prendre au fur et à mesure. Vous avez aussi un onglet sondage et on vous posera une ou deux questions durant le live pour recueillir vos avis. Et puis voilà, 11h02. Allez, on attend encore une petite minute et on va pouvoir se lancer. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné d'Isabelle, Sonny et Thomas qui vont se présenter les uns après les autres. Allons-y. Peut-être Thomas, un mot sur le CMIT ? Oui, bien sûr. Alors bonjour à tous, merci nomination pour cette co-organisation du webinaire. Thomas Mespled, je suis le permanent ou consultant exécutif du CMIT. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le CMIT, c'est une association qui a été créée en 2003, qui regroupe une centaine de marketeurs communicants. L'objectif derrière le CMIT, c'est de pouvoir permettre à ces marketeurs et communicants de partager, de se rencontrer, de nouer des partenariats et puis surtout de monter en compétences et continuer à se former sur les sujets du marketing, puisque c'est des métiers qui évoluent en permanence. Donc plutôt sur des sujets B2B et bien évidemment dans la tech. C'est vrai que aujourd'hui, donc on est partenaire depuis cette année et depuis quelques années avec Nomination, donc on a un grand plaisir de co-organiser ce webinaire. L'ABM, c'est un sujet qui nous parle particulièrement parce qu'on avait organiser des événements. On avait parlé de ce sujet-là il y a quelques années maintenant, en 2016, 2017, 2018. Et donc, on est ravis de partager et voir avec vous les évolutions autour de ce sujet. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces quelques années et quelles sont les bonnes pratiques actuellement? Alors, merci Thomas pour cette introduction sur le CMIT. Ce que je vous propose pour nous lancer et c'est de vous poser un peu la question, pour permettre aussi à tout le monde de se projeter. Alors, vous avez un petit onglet sondage. Je vous invite à y répondre pour que nous puissions avoir en live les réponses. Donc, pour vous, l'ABM, c'est quoi ? Juste un buzzword. En gros, vous n'y croyez pas trop. Le sujet vous intéresse. Vous êtes en pleine réflexion. Vous avez progressé. Vous êtes en cours de réalisation dans vos structures. Ou, comme nos experts du jour, pour vous, l'ABM est un sujet qui est déjà bien implanté dans vos organisations. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez répondre évidemment sur le chat, mais idéalement dans l'onglet sondage, ça permettra d'avoir les stats en live. Donc là, moitié des répondants, le sujet m'intéresse, j'y réfléchis, et l'autre moitié, un petit peu moins que la moitié, 40%, en cours de réalisation. Pour l'instant, personne ne pense que l'ABM n'est qu'un buzzword. Donc, globalement, c'est rassurant. Je pense qu'on a bien fait de faire ce webinaire. J'en profite, Isabelle, peut-être, pour te laisser la main. Est-ce que tu peux un peu te présenter Winbound ? Merci. Donc, Isabelle Defay, je suis directrice des agences Winbound de Paris, Lyon et Lille. Winbound, on est une agence historiquement très déployée sur l'inbound marketing et on a également déployé maintenant des stratégies account-based marketing. On a 4 piliers forts, la partie stratégie bien évidemment, la création de contenu expert parce qu'on va le voir, c'est un carburant indispensable à ce type de stratégie. Le déploiement d'outils parce que même si un outil tout seul ne fait jamais rien, c'est quand même important d'en avoir un pour accompagner. Et puis toute la partie formation pour accompagner la montée en compétences. Voilà. Merci Isabelle. Sonny, peut-être, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qui tu es et ce que tu fais chez Anaplan ?
Bonjour, moi c'est Sonny Nisus, donc je travaille depuis 2011 sur les questions ABM, donc on va dire que je suis un peu un originel du coin. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille dans l'univers des softwares. Avant, j'ai été journaliste notamment. Et aujourd'hui, je travaille chez Anaplan où je m'occupe du marketing pour toute l'Europe du Sud, où je déploie également des postes campagnes ABM sur certains comptes. Merci Sony. Peut-être en quelques mots nomination quand même. J'ai oublié. Normalement, je devrais commencer par ça, mais j'ai oublié. Alors, nomination, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, notre métier, c'est produire de la donnée. Donc, produire de la donnée sur les entreprises, la structure des entreprises, et puis évidemment sur les décideurs, les personnes clés à activer dans les programmes marketing et sales. Et nous, effectivement, on accompagne nos clients dans leur stratégie marketing et commerciale, plutôt en mode opérationnel pour identifier les bonnes entreprises et puis pouvoir contacter, toucher les décideurs qui comptent. Et aujourd'hui, on est très fiers de compter, par exemple, Anaplan et Sony parmi nos clients, et on en est ravis. Et on est ravis que Isabelle puisse aussi partager son expertise avec nous. Donc, l'agenda de ce matin, 3 parties. On va commencer par un sujet qui semble basique, mais au final, lors de la préparation, ça nous a pris un peu de temps de nous mettre d'accord sur c'est quoi l'ABM, parce que fondamentalement, et Sony va y revenir, il y a plusieurs manières de voir l'ABM, plusieurs manières de le projeter. Ensuite, on parlera des piliers de l'ABM, la stratégie, la data, le contenu, et on essaiera de partager avec vous, et notamment Sony et Isabelle, essaieront de partager avec vous les clés de succès, les principales bonnes pratiques à retenir pour réussir son programme ABM. Il est 11h08, l'introduction est terminée, on va pouvoir se lancer dans le cœur du sujet. Alors, Sony, l'ABM, est-ce que tu pourrais nous donner une première définition ou peut-être nous parler des enjeux qui sont derrière les programmes ABM? Alors, au niveau de définition, alors, je suis pas... On va dire que c'est plutôt ma définition à moi. Je définis l'ABM pas comme une tactique, mais comme une stratégie qui vous permet de traiter vos clients les plus importants. Quand je parle de clients les plus importants, c'est-à-dire qu'ils sont les plus importants, pas pour un sales particulièrement, mais pour votre société complètement, et à les traiter, comme un marché individuel. Donc, l'idée vraiment, c'est d'arriver, si vous prenez une banque par exemple, c'est au-delà de la banque même, c'est intégrer toutes vos campagnes sur cette banque comme si vous le considérez comme la seule banque qui existerait en France ou ailleurs directement. Ça vous permet notamment, et c'est une stratégie qui vous permet notamment d'engager de façon très ciblée et customiser vos interactions avec ces entreprises et du coup de faire évoluer votre business. Donc l'ABM, une stratégie très ciblée. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être les principaux enjeux que toi tu perçois autour du programme ABM? Alors au niveau des enjeux, le premier enjeu quand on pense tout de suite à ABM, c'est la différenciation. Notamment, généralement, l'ABM se fait sur un marché, quand vous êtes sur un marché mature ou saturé, vous avez besoin de vous différencier par rapport à d'autres solutions. Donc, je veux dire, solutions concurrentes du marché où vous voulez augmenter votre empreinte directement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de l'ABM directement en prospection, car notamment pour des nouveaux venus sur un marché mature qui apportent une vraie innovation, c'est là où vous pouvez avoir une carte à jouer directement sans avoir à passer par la case, je dirais, ce côté story que vous avez pu avoir auparavant avec cette entreprise. La deuxième, c'est vraiment apporter au niveau de l'expérience client. Vous allez pouvoir apporter, c'est vraiment changer l'expérience que les clients ils ont avec votre société, notamment en changeant votre mindset, on va dire, en passant d'un discours qui sera plus autour de comment résoudre des problèmes de l'acheteur plutôt que de promouvoir vos produits. Vos produits importent peu. Je veux dire, dans un premier temps, quand vous commencez un ABM, l'important, c'est de faire comprendre aux personnes que vous aurez en face que vous avez compris c'est quoi leur problème.
La troisième, c'est apporter plus d'efficacité et de précision. Obligatoirement, si on est sur des super ciblages, vous êtes beaucoup plus précis. Ça vous demande beaucoup plus d'alignement entre le marketing et les ventes. Et également avec les sociétés que vous allez sur lesquelles déployer vos tactiques. Également en termes de ROI et d'analyse, obligatoirement, si je reviens sur ce point-là, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont poser la question, mais comment le plus dur dans l'ABM, c'est de montrer qu'on a un retour sur investissement. Le retour sur investissement peut être multiple, je pense qu'on reviendra un peu là-dessus un peu plus tard, mais l'important avec l'ABM, c'est que vous avez une meilleure compréhension de votre sales funnel, pour ceux qui connaissent, qui travaillent de cette façon, dans votre, on va dire, de votre cycle de vente. Et notamment, vous avez une meilleure analyse de comment interagir avec le client. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier avec l'ABM, c'est que vous parlez à des gens, même si vous ciblez une société, vous devez quand même vous discuter avec des gens bien en face qui ont chacun leur propre façon de discuter. Donc, c'est assez intéressant. C'est là où l'ABM devient très intéressant, je dirais. Alors, merci Sony pour cette vue d'ensemble. Peut-être Isabelle, toi, un petit mot, tu vois plutôt l'ABM sur des sujets de fidélisation, sujets de prospection ou vraiment les deux? Les deux, parce qu'en fait, on peut assimiler effectivement cette approche auprès des comptes stratégiques, soit dans le but d'étendre en fait sur un client existant, c'est-à-dire qu'on a déjà un contrat en cours ou une connexion en cours et on peut imaginer aller chercher une autre BU, un autre département ou aller un peu plus loin dans ce qu'on peut apporter comme service ou produit. Ou bien effectivement aller en prospection, et c'est là où c'est intéressant avec la compte-based marketing, et je rejoins effectivement Sony, c'est qu'on peut être sur quelque chose de très ciblé, alors soit du ciblé, on le verra, très particulier à un compte, soit sur un secteur d'activité ou autre, et quand on arrive effectivement dans un marché saturé, où on ne vous attend pas forcément, ou à l'inverse, les personnes à qui on veut s'adresser sont tellement sursollicitées qu'elles n'iront pas vous chercher comme dans une stratégie inbound, il faut trouver un moyen effectivement d'aller capter l'attention. Alors, je pense que la transition est toute trouvée. C'est souvent une question qu'on a, ou en tout cas une interrogation qu'on retrouve chez pas mal de nos clients, chez Nomination, qui s'intéressent au sujet ABM. La question se pose rapidement, est-ce que je dois cibler un compte, 10 comptes, 100 comptes, 1000 comptes, 10 000 comptes Je crois, Sony, qu'il y a plusieurs manières de voir l'ABM. Est-ce que tu pourrais un peu peut-être nous éclairer là-dessus? Oui, complètement. Alors, l'ABM aujourd'hui, on le voit se décliner entre. Alors, les thèmes qui sont les thèmes qui sont un peu consacrés aujourd'hui. Moi, j'ai commencé complètement avec l'ABM stratégique, ce qu'on appelle stratégique ABM maintenant, qui veut dire vraiment faire une campagne one-to-one, c'est-à-dire vraiment sur une société ciblée. Aujourd'hui, chez Anaplan, nous en faisons sur 3 sociétés, pas plus, de l'ABM, parce que obligatoirement, on reviendra sur ces questions de le côté chronophage que peut être l'ABM et les ressources. Mais l'idée, en fait, de stratégie ABM, c'est le programme sur mesure pour quelques comptes hautement stratégiques pour la société. Comme je reviens un peu sur le côté très stratégique pour la société. Et on a vu un peu, alors ça a été vraiment l'originel, on va dire, de l'ABM. Depuis quelques années, on va dire depuis 3-4 ans, il y a des nouvelles formes d'ABM qui apparaissent, qu'on appelle ABM Lite, ou one-to-few, ou le programmatique one-to-many. Alors, le one-to-few, c'est utiliser le principe de l'ABM one-to-one pour cibler un plus grand nombre d'entreprises. Donc, si je reviens sur mon exemple, par exemple, de la banque, au lieu de cibler une seule banque, vous allez cibler plusieurs banques, parce que vous estimez qu'ils ont le même problème à résoudre. Et le programmatique, c'est là où la technologie vient un peu remplacer ce côté un peu très fait main qu'il peut y avoir, où la programmatique va vous aider un peu à augmenter votre brand awareness. Et là, on va dire, le nombre de comptes est quasiment indéfini. C'est-à-dire que vous n'allez même plus penser à grands comptes, petits comptes. Vous pouvez directement cibler sur toutes les sociétés. Mais c'est à vous de définir le nombre de sociétés que vous allez toucher via le programmatique. Alors, Sony, je t'interromps 2 secondes. Il y a une question intéressante de Sylvaine qui pose une question qui est vraiment intéressante. Tu parles de 3 comptes, mais j'imagine que au sein des comptes, tu parles à
certain nombre de contacts. Est-ce que tu veux, juste pour nous donner un ordre de grandeur, quand tu dis que tu travailles 3 comptes en ABM, ça correspond à quelle cible, à quel volume de contacts clés que tu essayes d'engager, que tu essayes d'animer? Alors, il faut savoir, alors, il y a plusieurs choses dans... Alors, ma réponse va comporter plusieurs choses. Alors, accrochez-vous. Je rigole. Vas-y, on n'est pas... Je m'accroche. Non, je rigole. Non, alors, un nombre de contacts, pour être honnête, je ne les ai jamais comptés. Mais si vous voulez, obligatoirement, on est sur ce nombre de comptes. Alors, on est sur 3 comptes, mais ces comptes-là ont des filiales. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de contacts qu'on peut penser, sachant que nous, par exemple, on est sur on travaille sur plusieurs lobbies chez Anaplan, sachant qu'aujourd'hui, quand je lance une campagne ABM, je ne le lance que pour résoudre un seul problème de la structure. Et c'est là où l'erreur, on reviendra sur les erreurs qui sont faites souvent dans ABM, mais voilà, nous on essaie vraiment de résoudre un seul problème à la fois et après de passer au prochain. Mais dans ces contacts-là, c'est là où c'est intéressant, au-delà des contacts, ce que vous devez identifier, du nombre de contacts, parce que le nombre de contacts importe peu, on va dire, ce que vous devez identifier, c'est qui sont vos potentiels champions et ceux qui sont les influenceurs. Parce qu'obligatoirement, vous n'allez pas leur parler de la même façon. Et c'est là qu'on peut parler des questions de personas ou pas. Alors, personnage, c'est pas vraiment un mot que j'aime particulièrement. Moi, je parle plutôt de champion ou d'influenceur, parce que c'est vraiment où va intervenir chaque personne au niveau de leur entreprise pour faire monter un peu votre marque et, à l'intérieur de la société. Je me permettrai d'ajouter les détracteurs, parce qu'il ne faut pas les oublier, aussi. Les contre-personas, pour reprendre le terme, effectivement, des personnes dont il faut aller capter l'attention et être en reconquête. Bon, Sylvaine ne lâche pas l'affaire et elle a raison. Est-ce que vous avez un ordre d'idée quand même, Sony, sur tes 3 comptes, si tu fais la somme de tes champions, de tes influenceurs, t'es quoi? C'est sur 50, 500, 5000? Si on prend l'ensemble pour un compte, on est plutôt aux alentours de 1500. 1500 contacts clés par entreprise. Si on compte les filiales également. Bien sûr. On est plutôt aux alentours de 1500. Autre question, je pense très intéressante de Timothée, sur la partie programmatique. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée du budget, peut-être Isabelle, pour activer une approche programmatique, si on compte les outils, enfin, au global? Alors, sur la partie programmatique, ce qu'il faut considérer, c'est effectivement quel est l'objectif. Est-ce qu'on est sur la nécessité et la volonté d'asseoir la notoriété et d'être à l'esprit, en fait, de toute personne qui pourrait s'intéresser et être confrontée à une problématique? Ou est-ce qu'on veut aller mettre en place une campagne programmatique auprès d'un compte ou de plusieurs comptes, mais pour lesquels on veut lancer une campagne globale? Donc, je vais faire une réponse de Normande, je veux dire, ça dépend. Il y a des budgets moyens après sur, si on veut être dans des fourchettes, c'est sûr qu'on est sur des programmes, donc on va chercher des comptes à fort potentiel, ambitieux, sur lesquels on a un potentiel retour sur investissement important. Donc, c'est sûr que si on a un tout petit budget, c'est compliqué d'aller en ABM. On va chercher les comptes les plus stratégiques pour l'entreprise. Donc, on va aller mettre les ressources, les moyens techniques, les moyens humains et les moyens financiers. Pour donner un ordre d'idée, en campagne, nous, on est au minima sur entre 3 000 et 10 000 euros par compte, suivant les campagnes qu'on veut mettre en place. Après, il ne faut pas s'arrêter à ce strict chiffre, mais c'est en tout cas un ordre d'idée. Peut-être, Sony, tu peux nous donner un petit éclairage, toi, chez Anaplan, l'équipe ABM, vous êtes à peu près combien et quels sont un peu vos moyens pour activer cette approche one-to-one? Alors, on n'a pas spécialement d'équipe ABM chez Anaplan, parce qu'aujourd'hui, chez Anaplan, j'ai 3 personnes qui me répondent sous l'Europe du Sud. Donc, on travaille à peu près, on travaille, et tous nos comptes, en fait, aujourd'hui, chez Anaplan, ils travaillent d'une façon internationale. C'est-à-dire qu'on n'est que sur des comptes où on ne travaille pas seulement en ABM sur la France. C'est exactement pour ça qu'ils sont rentrés dans le giron ABM. Ils travaillent également sur l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, par exemple. En termes de budget, alors, si je reviens sur la question du budget pour la mise en place d'un ABM programmatique, moi, je dirais déjà, avant tout dépend de comment votre boîte est équipée. Il y a des choses obligatoirement qui sont déjà
qui sont déjà passés en cours, que vous n'avez pas besoin d'utiliser parce que vous avez toutes sortes de systèmes d'automatisation pour cela. Après, tout dépend de comment vous voulez vous équiper, si vous voulez, à quel point vous voulez aller recueillir la donnée. On va dire peut-être la question, c'est la question sur la donnée constante, parce qu'obligatoirement, en problématique, vous allez être sur un nombre qui sera beaucoup plus important que sur du one-to-one. Donc, c'est là où vous allez mettre vos budgets, c'est sur faire du bespoke de données ou autre. Donc, c'est là où il va falloir vous atteler un peu plus. En termes de budget, nous, on a environ 30% de notre budget qui part sur l'ABM. Parce qu'après, on fait pas mal de choses. Après, nous, on va sur des choses qui sont très précises. On dépense énormément d'argent sur des choses alors qu'on est plutôt bien équipé au niveau technologique. Donc, Merci. Je vous propose d'enchaîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous le voyez, nos intervenants sont ravis de pouvoir y répondre, et quitte à ce que vos réponses arrivent un peu plus tard. Alors, essayons d'enchaîner. Hop, pardon, j'ai enchaîné beaucoup trop vite. Alors, on voit un petit peu le périmètre, on se définit en fonction des enjeux de votre structure sur est-ce que je vais cibler très peu de comptes, un secteur spécifique, ou est-ce que je veux adresser des marchés un peu plus larges. N'empêche que pour construire son programme ABM, il y a un certain nombre de piliers clés. Quand on a travaillé et quand on a préparé ensemble ce webinaire, je pense qu'on est allé assez vite pour identifier ces trois éléments-là. Ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu dans le détail autour de ces trois éléments. Alors, le premier, la tactique. Sony, Qu'est-ce que tu entends par tactique? Soit c'était un terme qui vraiment était important pour toi. C'est important parce que, obligatoirement, on parle d'OBM beaucoup. Donc, comme j'ai introduit, pour moi, c'est une stratégie, mais derrière cette stratégie, il faut bien mettre en place certaines choses pour arriver à son objectif. Et on peut y arriver que par des tactiques. Si vous vous souvenez de ma salle de présentation, je disais que la BM n'a rien de vraiment différent, n'est pas énormément différent du marketing classique. Et je voulais juste remettre ça ici, en quelque sorte, pour faire comprendre qu'en termes de tactique, toutes les tactiques, vous les connaissez déjà. Il n'y a rien que vous ne connaissez pas vraiment. L'important dans la BM, c'est comment vous allez utiliser ces tactiques à bon escient pour être le plus proche possible de vos clients ou prospects et autres. Donc, l'idée vraiment, c'est de choisir les bonnes tactiques au bon moment, d'arriver avec le bon sujet au bon moment. Je ne vais pas détailler cette slide précisément, vous voyez à peu près tout ce qui se passe ici. Si je peux revenir sur juste quelques petites choses. On reviendra sur la partie contenu tout à l'heure, je pense, donc je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Mais la place de l'emailing, et on voit de plus en plus, par exemple, de la vidéo, surtout dans un monde complètement digital comme aujourd'hui à cause du Covid, est hyper importante pour amener de l'humain. Donc la vidéo prend énormément d'ampleur en ce moment dans la BM, mais je pense que ça prend de l'ampleur partout dans le marketing. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un sujet. Le social media, tout ce qui est social media, obligatoirement, ça prend énormément de choses en compte parce que, alors, juste pour pondérer cette partie social media, je vous rappelle que sur LinkedIn, par exemple, que tout le monde est libre de mettre quel que soit ce qu'il veut comme fonction. Donc, ce n'est pas spécialement l'outil le plus fiable pour se dire que telle personne est responsable de quelque chose, mais ça permet d'avoir déjà des pistes et de situer cette personne, notamment par rapport à ce qu'elle peut écrire ou autre. Donc, il ne faut pas hésiter à aller suivre certaines personnes, comment elles font. Et notamment les battle cards. Comme je vous disais, l'idée du ABM, pour moi, dans un premier temps, ça permet de se différencier. Et c'est là, en prenant vos battle cards que vous avez tous, je suis sûr, si vous êtes je pense que vous avez une communauté de CMIT, donc vous avez tous des battle cards contre d'autres produits. C'est là où vous allez pouvoir mettre en forme votre contenu pour être toujours plus pertinent auprès de votre audience et mettre toujours en avant vos points forts et également pouvoir le plus dur, je trouve que les marketeurs ont à faire, c'est de souvent parler de leurs faiblesses. Moi, je n'hésite pas notamment à dire des fois qu'on n'arrive pas à faire ci dans nos campagnes, que si vous voulez faire ça, c'est pas nous, parce qu'on se doit d'être honnête quand on se retrouve en one-to-one avec quelqu'un.
Vous pouvez pas, j'estime qu'on ne peut pas se continuer à avoir ce langage un peu je suis le meilleur, je n'ai pas de défaut. Et je pense que ce discours d'honnêteté plaît notamment quand on est en ABM, parce que ça permet notamment de vous rapprocher auprès des gens, parce que souvent, c'est là où des gentils qui disent tout de suite « Ah, je ne m'attendais pas à voir que dans votre email, que oui, que vous disiez que vous ne saurez pas faire ci si je désire faire cela. » Ça me permet notamment de voir, comparé à des solutions concurrentes tout de suite, qu'au moins, on sera honnête, on sait très bien où sont vos capacités, et vu que vous couvrez les majeurs, ça me va. L'authenticité, ça paye toujours. Exactement. Et au niveau des mailers, ici, il y a un gros retour des mailers, notamment, on est à distance, mais aujourd'hui, on arrive même à faire des mailers, à les envoyer chez les gens, bien sûr. On a trouvé un système aujourd'hui, on travaille avec une société aujourd'hui qui nous permet de nous pas récupérer les adresses personnelles des personnes. On n'a jamais accès à l'adresse personnelle des gens, mais on arrive à leur envoyer quand même des mailers chez eux. Et ils acceptent volontiers des cadeaux ou standards. Alors, nos cadeaux alors, tout de suite, je veux arrêter sur la question du prix du cadeau. Nos cadeaux ne dépassent jamais 52 €. Donc, tout de suite, on n'est pas en train de soudoyer des gens. C'est pas avec 52 € vous allez soudoyer des gens qui signent des contrats en plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, vraiment, je tiens à tout de suite éluder cette question. Et en revanche, ce que tu soulèves, Sonny, est très intéressant parce que nous, ça a été une des questions que nous ont posées nos clients qu'on accompagne en ABM. C'est on est tous dans une situation où les personnes sont en télétravail et comment est-ce qu'on peut continuer cette pratique d'envoyer quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément un cadeau de prix, comme tu le dis, mais ça peut être juste une attention particulière. Et en fait, on se rend compte que si on arrive à créer un lien suffisamment intéressant avec la personne et qu'on lui explique la démarche qu'on veut faire, la personne est tout à fait encline à laisser son adresse personnelle pour recevoir quelque chose. Et ça, c'est une vraie transformation, une adaptation à la condition actuelle. Complètement. Et ça crée du lien, et donc ça participe fortement aux enjeux de l'ABM tels qu'on les avait vus précédemment. Ouais. Est-ce que tu veux compléter ce sera média. Voilà. Je vois la question. Exactement. Donc, concrètement, pour toi, Sonny, finalement, l'ABM, c'est d'abord et avant tout utiliser les outils classiques du marketing, mais pour le coup, avec une approche ciblée, finalement, en synthèse. Complètement. C'est vraiment ce côté, on revient toujours à la question de à quel point vous êtes ciblé. Et à quel point vous comprenez l'audience que vous avez en face de vous. Parce qu'obligatoirement, vous avez des audiences qui sont faites, on va dire, on sait tout de suite... Alors, Anaplan est assez particulier, parce qu'Anaplan, c'est une boîte de software qui ne parle pas au directeur IT, par exemple. Ce n'est pas notre cible du tout, on ne leur parle pas, parce qu'on n'a pas besoin de leur parler. Tout simplement. Aujourd'hui, on leur parle notamment sur la partie détracteur, parce qu'obligatoirement, en étant à distance, on a beaucoup vu, par exemple, des questions revenir sur cloud sécurisé, cloud et tout. Anaplan, c'est une solution cloud, obligatoirement. Et donc, du coup, on est reparti, on a fait pour la première fois des campagnes sur les directeurs IT, par exemple, chez Anaplan, simplement pour rassurer, pour être sûr que le messaging, c'est qu'on est sur un cloud sécurisé sans problème, et qu'on est intégré avec toutes les grandes plateformes de cloud directement disponibles sur le marché. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'était juste pour rassurer là-dessus. Mais aujourd'hui, le ciblage, tout ce que vous allez faire pour l'ABM, c'est le ciblage, c'est à quel point vous arrivez à être ciblé et c'est pas cibler simplement la société, c'est cibler également les gens. C'est comprendre les gens. Pour vous donner un exemple, on a travaillé avec une agence, par exemple, je travaille avec une agence, par exemple, qui nous a permis de savoir sur un client, les marques de papier toilette que les clients potentiellement achetaient. Vous allez me dire à quoi ça me sert. Ça nous a servi principalement à comprendre par rapport à cette marque prédominante qui ressortait sur ce compte-là, comment cette marque communiquait et comment nous, on devait communiquer. Donc, par exemple, sur ses points forts et autres, comment elle communiquait et du coup, nous, comment ajuster notre messaging pour qu'on puisse récupérer, parce qu'on sait que cette personne est sensible à ce messaging-là. Et ça a plutôt bien fonctionné. On a vu très bien, par exemple, le taux d'ouverture de nos emails, par exemple, tout de suite augmenté, je crois, de 25%.
juste parce qu'on a changé notre façon de messaging, parce qu'on s'est calqué en quelque sorte sur la marque que la personne a achetée. Pareil, si vous êtes sur des mailers ou des cadeaux ciblés, allez savoir, par exemple, c'est quoi les hobbies de cette personne, de quelle école elle sort. Alors, vous allez reconnaître, vous allez pouvoir retrouver ces informations, notamment. J'ai une idée. Ça vous permet notamment à savoir dans quel état d'esprit cette personne est et, par exemple, de vous donner des idées de cadeaux très ciblés pour ces personnes-là. Obligatoirement, si moi j'aime le basket ou vous m'envoyez quelque chose sur le rugby, franchement, je vais pas y prêter attention. C'est amusant que tu cites le rugby parce que c'est un cas qu'on a eu effectivement de comptes qu'on appelle coffre-fort, donc qui sont extrêmement difficiles à atteindre et effectivement en allant chercher, et ça demande, il y a un petit côté enquêteur aussi quand on est dans ce type de stratégie, et c'est super intéressant d'aller chercher le signal faible qui va faire la différence. Et on avait trouvé que cette personne-là s'intéressait à un sport en particulier, c'était le cas de l'interlocuteur dans l'entreprise. On lui a dit voilà, ton point d'entrée, ça va être ça, parle-lui de ça. Et ça a matché. Alors, c'était un coup de chance parce qu'ils aimaient le même sport. Mais c'est effectivement, je suis d'accord, Philippe, le curling peut être un sujet. Mais c'est effectivement d'aller chercher le petit point d'entrée qui va faire la différence. Exactement. Alors, je pense que la transition est assez bonne avec notre deuxième pilier. Alors, peut-être avant d'y passer, on a deux questions. Encore une question de Christian. Lorsque vous parlez de relation client, s'agit-il de la relation entre le commercial et le client ou bien marketeur et client ce sont toutes les relations. Globale. Alors, c'est exactement ça. Alors, pour répondre à Christian, quand je parle de relation client, n'oubliez pas que je parle de stratégie pour un compte. C'est une stratégie qui vous permet de cibler un compte stratégique pour votre société. Donc, c'est pas la relation client entre le sales et le client, ni entre le marketeur et le client, parce que ces relations-là n'existent quasiment jamais entre le marketeur et le client, je vous le rappelle. C'est une relation entre votre société et ce client. Parce que c'est là où on reviendra sur les questions, c'est là où vous devez engager toute la société quand vous êtes dans l'ABM. C'est vraiment et c'est pour ça qu'il ne faut pas vous rater, il faut être au plus près de ces attentes des gens parce que vous donnez un accès à cette personne directement au cœur de votre société, comment elle fonctionne et autres. Donc, ça peut être sa lenteur, ça peut être comment elle est dynamique, comment elle est créative. Ça peut complètement changer la vision qu'une personne a de votre société. Elle va pas changer. Et c'est là d'ailleurs où l'erreur peut être, c'est de cibler cette relation que entre le sales et le client, parce que aujourd'hui les sociétés bougent. Les sociétés bougent, que ce soit la vôtre ou les autres, les gens bougent. Et puis, les gens bougent. Si votre commercial part demain, ça veut dire quoi? Que cette relation est complètement perdue. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce genre de problème. Et donc, du coup, l'ABM permet vraiment de coller deux sociétés, de rapprocher deux sociétés, mais à travers des relations qui sont très fortes à différents niveaux de la société. Autre question d'Anthony. Alors, je ne sais pas, Sony, si tu vas pouvoir nous révéler ces éléments-là, mais est-ce que tu peux donner une idée de taux de conversion ou de combien de deals vous avez réussi à gagner avec votre approche ABM? Alors, sur les deals gagnés, je ne pourrais pas vous dire parce que généralement, ce qu'on fait quand on fait une campagne ABM, généralement, c'est qu'on termine avec des contrats qu'on appelle CELA. Ce sont des gros contrats qui englobent toute la société obligatoirement parce que je vous rappelle qu'on est sur une société complète. Ça c'est marrant. Donc on tombe après sur des contrats qui engagent généralement toute la société surtout une fois qu'on a le buy-out des plus grosses sociétés. Donc donc en termes de deal, voilà. Mais en termes de conversion, alors c'est pareil. Ici, on va parler de conversion de différentes choses. Quand on arrive au KPI, le nombre de deals signés n'est pas spécialement ce qu'on regarde en premier parce qu'obligatoirement, l'ABM se fait sur un temps long. Si vous voulez gagner des deals en 3 mois, n'essayez pas de faire de l'ABM, vous pouvez oublier. Ce n'est pas ça l'idée. Quand je parle de compte stratégique pour la société, d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas défini le terme, c'est que j'appelle un compte stratégique pour la société. C'est un compte que vous savez va rapporter des revenus pour la société sur plusieurs années, pas sur une année. Une, ni plus une, mais au moins sur 3-4 ans, voire 5 ans. Donc, c'est vraiment un plan qui vous permet d'avoir une vue vraiment de comment cette société va évoluer avec vous et continuer à être, on va pas dire une vache à lait, mais on va répéter ce mot-là, mais vraiment un porteur d'affaires pour vous, où vous savez que
quelle que soit l'année fiscale que vous avez commencé, vous savez, vous allez pouvoir mettre une ligne plus ou moins correcte de revenus sur cette société-là. Après, la question, après, au niveau des taux de conversion, il y a des choses que, par exemple, moi, je ne vois pas. C'est par exemple, quand on parle, alors on peut parler de marketing comme de l'inbound, mais c'est là où l'ABM regroupe de l'outbound, par exemple. C'est combien de fois, par exemple, on est interrogé, on revient à être interrogé par ces sociétés sur des appels d'offres, par exemple. D'un coup, vous passez à aucun appel d'offres, on n'était pas connu, on est consulté pour tous les projets en appel d'offres. Alors là, par exemple, c'est quelque chose que vous ne voyez pas nécessairement en marketing, parce que vous n'êtes pas nécessairement au courant de tous les appels d'offres qui tombent, et vous ne gagnez pas nécessairement tous les appels d'offres. Donc c'est pour ça que je vous dis, en termes de conversion, c'est ça qu'il faut aller regarder. C'est ces interactions-là. C'est comment ces entreprises maintenant reviennent vers vous. Vous a identifié comme un acteur important à consulter dès qu'il a un problème. Alors, Sony, c'est hyper intéressant, mais je pense que je vais devoir t'interrompre. On va revenir pour un peu avancer, puisque le temps file. Donc, premier pilier, la tactique, je pense qu'on l'a tous bien vu. Le deuxième pilier, alors là, c'est vraiment le cœur de métier chez Nomination, c'est le volet data. Trois sous-sujets dans ce volet data. Le premier, clairement, quelles sont les boîtes, quelles sont les entreprises, quelles sont les organisations que vous voulez intégrer dans votre programme ABM. Alors là, je le ferai plutôt en ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Ce qu'on voit, ce qui marche le moins bien, c'est quand le marketing a réussi à convaincre la direction générale qu'il faut lancer un programme ABM et qui ensuite arrive à, côté équipe sales, en leur disant messieurs les sales, s'il vous plaît, faites-moi la liste des 50 comptes que vous voulez intégrer dans l'ABM. Débrouillez-vous, j'ai besoin de cette liste pour demain matin, débrouillez-vous. Évidemment, quand on approche le sujet de cette manière, parce que souvent, nous, on arrive en deuxième étape, c'est-à-dire qu'on récupère cette fameuse liste et en première ligne, on voit écrit Bouygues, et donc ensuite, on va retourner voir notre client en disant « Alors, ça a l'air sympa, Bouygues, mais vous parlez de qui ?» Parce que entre auféminin.com, filiale de TF1, elle-même filiale de Bouygues, et Colas Construction, on voit bien que ce n'est pas exactement les mêmes sujets, donc êtes-vous sûr que vous voulez prendre l'intégralité du groupe Bouygues ou simplement certains éléments? Donc, alors évidemment, là, l'exemple, il est assez caricatural, quoique on l'a assez régulièrement, mais vraiment, ce travail ce travail de précision pour identifier quelles sont les entreprises, et à l'intérieur de ces entreprises, si vous avez une approche ABM, c'est que probablement, vous allez cibler plutôt des grands comptes, donc plutôt des comptes qui ont des organisations complexes avec des filiales. Donc déterminer quel est le périmètre des entreprises que vous voulez adresser, c'est clairement un sujet qui n'est pas évident et qui est clairement un sujet de préparation clé dans la réussite de votre ABM. Si vous loupez cette étape, la suite, ça va être forcément compliqué. Donc là, il y a un certain nombre de méthodos pour le faire, hein, notamment s'appuyer sur vos meilleurs clients d'aujourd'hui en essayant d'aller chercher les jumeaux de ces clients, par exemple, ou identifier des clients sur lesquels vous avez une part de progression très forte. Donc là, c'est plutôt la stratégie de développement de part de voix à l'intérieur d'un compte. Bref, un certain nombre de méthodologies sont disponibles, mais n'oubliez pas cette étape d'identification précise de la liste des entreprises éligibles à votre programme ABM, que vous soyez sur 10, 100 ou plusieurs milliers en programmatique, c'est une étape vraiment clé. Deuxième élément, comme le disait Sony, on s'adresse à des grands comptes, vous voulez vendre quelque chose à la BNP. Si vous essayez de contacter Monsieur BNP, ça va être un peu compliqué. Donc, il va falloir, évidemment, cartographier les comptes, identifier la power map, identifier pour vous qui sont les champions, les influenceurs, qui sont aussi les obstacles à lever, hein, comme tu le disais, Isabelle. Tout ça nécessite du temps de cartographie de manière précise. Et là, souvent, on a un hiatus aussi, un point on va dire, de désalignement possible entre les sales et le marketing. C'est souvent autour du niveau hiérarchique des contacts qu'on veut engager dans son programme ABM. Nous, on est des fois un peu entre les deux, entre l'équipe marketing, qui est plutôt le donneur d'ordre, et puis les sales qui vont être on va dire, les acteurs de ce programme-là. Et nous, on se rend compte souvent que côté marketing, on a une ambition forte. Dans des comptes stratégiques, dans des programmes ABM, on ne va parler qu'à des gens du CODIR, qu'à des CXO. Et puis de l'autre côté, vous avez les sales qui, eux, ont l'habitude de parler plutôt à des opérationnels, parfois. Et comment faire cette jonction entre cette vision du marketing
et de la direction générale qui essaie d'activer des CXO versus des sales qui ont moins l'habitude de parler à ce niveau hiérarchique. Et donc ça aussi, ça peut être un point important. Et on revient à la question qu'on a eue tout à l'heure. C'est pas parce qu'en ABM, vous ciblez quelques comptes qu'effectivement, vous n'allez pas avoir plusieurs centaines ou voire plusieurs milliers de contacts à actionner, une notion de communauté au sein de ces entreprises. Troisième sujet, pour aller rapidement sur la partie data, vous avez passé pas mal de temps, plusieurs semaines peut-être, à définir vos entreprises. Vous avez encore passé plus de temps à cartographier les décideurs clés, à les identifier. Malheureusement, vous pensez que votre job data est terminé, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Un secret qui n'est pas très secret finalement, c'est la donnée est vivante. On parlait tout à l'heure des gens qui arrivent, qui partent chez vous, par exemple, chez les sales, mais c'est la même chose, évidemment, dans vos cibles. Nous, on a un indicateur qu'on suit, parce que ça fait partie de nos éléments importants chez nous, c'est le taux de mobilité des décideurs. Donc, en moyenne, en France, chaque année, 20 à 25% des cadres expérimentés, donc des cadres de plus de 10 ans d'expérience, changent de fonction. La moitié en interne, la moitié en externe. Ça veut dire que, très concrètement, si votre programme ABM cible 1000 contacts et que vous êtes sur un cycle long de plusieurs mois, voire d'une année pour activer votre cible, dans l'année, 200 personnes dans votre cœur de cible vont bouger. Évidemment, si vous n'avez pas cette information, si vous n'êtes pas capable d'identifier les remplaçants et de suivre ce que deviennent vos anciennes cibles, votre action, votre programme ABM risque d'être complètement désaxé. Donc pour nous, les 3 points clés sur la partie data, c'est bien travailler le périmètre entreprise, bien cartographier et surtout suivre ça dans la durée parce qu'une fois de plus, la donnée est vivante. J'ai été soit particulièrement clair, soit complètement... puisque je n'ai aucune question. Je vais parier sur le fait que ça a volé plus facile. Donc, on a les tactiques, on a un peu de data. Pour actionner tout ça, Isabelle, je pense que le liant, probablement le contenu. C'est effectivement ce qui va permettre de créer ce lien dont on parle. Et on parle parfois de B2B, B2C, B2B2C. En fait, la vente et l'approche, quelle qu'elle soit, c'est avant tout human to human. C'est d'un humain à un autre humain. Et par rapport à ça, ce qui va fonctionner, c'est la symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux proposer comme expérience à travers le contenu pour attirer l'attention de quelqu'un et faire en sorte qu'il m'ait à l'esprit lorsqu'il sera effectivement dans un choix, dans une décision à faire. Et pour ça, les stratégies ABM sont géniales parce qu'elles sont source de créativité, d'innovation et le tout dans un objectif de personnalisation. Ce qu'on peut voir, c'est que on n'a pas révolutionné quelque chose. Je veux dire, le fait d'envoyer effectivement quelque chose à un client, un bon fournisseur, etc. Enfin, c'est les envois de petites attentions, c'est pas nouveau. En revanche, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur de la data et le digital, le numérique, pour mesurer l'impact de ce qu'on fait. Et c'est en ça où ça change un peu la donne. Et effectivement, la première attention peut être tangible, quelque chose qui est physique, qui est envoyé, ce qu'on va appeler le door opener, donc ce qui va ouvrir la porte d'un compte. Mais après, toute la stratégie, toute la campagne suivante de contenu peut être digitalisée et donc mesurable. Par exemple, je vais citer un cas concret qui a été mené par une société. Je vais la citer puisqu'on a souvent fait des interventions ensemble, qui s'appelle Oudrive et qui cherchait à capter l'attention des DSI. Autant dire que les DSI, c'est une population qui est extrêmement sollicitée et qui d'elle-même va rarement aller chercher un intervenant pour résoudre sa problématique. Donc là, leur objectif à eux, c'était de mettre en avant une nouvelle certification et donc un nouveau service à proposer. Et donc, ils ont ciblé 35 entreprises, 35 nouvelles entreprises qui ne connaissaient pas encore la société, 50 contacts au sein de ces entreprises. Et l'objectif, c'était effectivement d'échelonner tout au long de la campagne différents contenus, différents formats, du multicanal, du multiformat, de mixer du print et du digital pour aller nourrir régulièrement l'ensemble des contacts qu'ils avaient sélectionnés. On parlait tout à l'heure de résultats. Par rapport à l'ensemble de ces 35 entreprises qui étaient ciblées et de ces 50 contacts, ça a donné quand même naissance à 33 opportunités commerciales. Ça ne veut pas dire que c'est signé, hein, soyons lucides, mais 33 opportunités commerciales qui sont nées de ces actions-là et 600 000 € de pipe.
Donc, c'est un investissement en termes de temps, de ressources, d'équipe, de création de contenu. C'était de la vidéo, c'était un mini-site, c'était des webinars, c'était des livres blancs, c'était une box physique qui était envoyée. Mais toutes ces actions-là ont permis effectivement de faire connaître la marque. Je rebondis sur ce que disait Sony, c'est effectivement, on a l'impression que ça n'a pas donné tout de suite ses fruits, mais on va le voir par des RFI ou des RFP qui sont à la suite. Et effectivement, le contenu, c'est un formidable terrain de jeu parce qu'on va aller chercher à créer la meilleure expérience et la plus adaptée en fonction de la data qu'on aura recueillie en amont et des tactiques qu'on aura choisies. Donc, c'est très lié sur les 3 piliers qu'on vient de définir. Et aujourd'hui, on a en plus la chance d'avoir d'autant plus de créativité dans la technologie. On a du papier différent qui peut intégrer une technologie. On a du papier à semer. On a plein de choses qui vont créer la différence ou des box qu'on peut envoyer. Et je confirme par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on peut tout à fait avoir les adresses personnelles des interlocuteurs, même en B2B, pour leur envoyer quelque chose. Et ça fonctionne. Merci Isabelle. Je crois que tu as été encore plus claire que moi, puisque tu as aussi pas de questions. Je rigole. Donc, on a la data, on a les tactiques, on a le contenu. Peut-être il est temps de parler des facteurs clés de succès. Il y avait quelque chose qui, pour toi, Sony, était, tu nous l'as répété, je crois, 12 fois pendant les séances de préparation. Projet d'entreprise ? Complètement. Je crois que j'en ai déjà un peu parlé. C'est vraiment... Les BM, comme je disais, c'est pas quelque chose qui va engager simplement un sales, un marketing qui va essayer de signer du business dans une boîte. C'est vraiment un projet d'entreprise. La société est stratégique, encore une fois, pour votre entreprise. Donc, c'est un projet d'entreprise. On doit pouvoir ressentir... on doit pouvoir avoir cette même voix à travers tous les services qui sont en rapport avec cette entreprise, donc les customer success, les pre-sales et autres. Tout le monde doit pouvoir véhiculer le même message quand il s'agit de discuter avec cette société. Et du coup, ça engage vraiment, comme je disais, par exemple, ça évite d'avoir ce côté, quand vous avez un commercial qui part, ou celui qui avait la meilleure relation avec, qui est considéré comme ayant la meilleure relation avec la société qui part, que tous vos efforts soient perdus d'un coup. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose à retenir. Si vous n'avez pas toute votre entreprise derrière vous pour lancer un programme IBM, n'essayez pas de penser que oui, ça fait bien, ça va faire bien pour un 16 ou pas. Non. Il faut que toute l'entreprise derrière, il faut que tout le monde comprenne ce que ça implique et les efforts que vous allez y mettre. Et c'est là, d'ailleurs, où vous pourrez avoir des budgets un peu plus importants pour faire ce genre de choses. Je rebondis totalement. C'est un vrai sujet. Et l'acculturation en interne, une fois la décision prise d'adopter ce type de stratégie, c'est effectivement, il y a un travail d'acculturation en interne, de conduite du changement, parce que ça ne s'improvise pas. Et effectivement, on ne pourra garantir un succès que si l'ensemble des parties prenantes est convaincu de la pertinence de ce qu'on déploie. Et c'est vraiment important. Si on zoome, certes, c'est un projet d'entreprise, mais il y a quand même 2 équipes particulièrement impliquées. Est-ce que dans l'ABM, on garde que le M de marketing, Isabelle ? Ça, c'est un grand sujet. Alors, si tu lis un peu la littérature sur l'account-based marketing, effectivement, ça paraît incongru de parler d'account-based marketing, étant donné que ça implique effectivement beaucoup plus loin que le marketing. On parle d'ABM Marketing and Sales, on parle d'ABX, ABM Experience, on parle même d'AB Engagement, dans le sens où on va aller chercher l'engagement auprès des comptes les plus stratégiques. Et pour rebondir sur ta question, c'est effectivement, c'est pas seulement le marketing, et il y a un vrai alignement. Alors, ça peut paraître un peu cliché, tout le monde parle d'alignement entre les sales et le marketing, mais c'est pas un vœu pieux, c'est-à-dire qu'il y a une vraie cohérence et une vraie coordination entre les 2 départements qui se nourrissent l'un l'autre de leur savoir-faire, de leur expertise, pour aller chercher ces comptes-là. Et ça crée cette émulation entre les 2. Et on a vu, nous, des équipes retrouver une énergie et une synergie au travers de ces stratégies-là pour aller plus loin, pour partager les connaissances, pour imaginer des contenus. Et ça a été un vrai révélateur de ce que pouvaient faire en fait 2 équipes, sales et marketing, lorsqu'elles allaient dans le même sens. Sony, pour toi, tu l'as dit, je pense que tu as répété plein de fois, très ciblé.
très, très, très ciblé, facteur clé de succès indispensable. Très ciblé, mais aussi comprendre sa cible. Au-delà d'être très ciblé, c'est comprendre sa cible qui est important. Obligatoirement, vous allez être très ciblé. Vous allez tous me dire que vous faites des campagnes plus ou moins ciblées déjà sur des fonctions, sur des personnes et autres. Mais là, au-delà même de la fonction, c'est aller comprendre d'où vient cette personne. Donc, on est vraiment sur du très ciblé. Alors, est-ce qu'on fait ça tout seul, on bricole dans son coin, sans outils Facteur clé de succès suivant, Sony, pour toi? Facteur clé suivant, pour moi, il faut vraiment se faire accompagner. Si vous n'êtes pas à l'aise dans certaines données, n'hésitez pas à vous accompagner par une société pour la donnée. N'essayez pas de tout faire par vous-même. Par une agence sur la partie contenu, sur la partie programmatique, vous avez des agences qui le font très bien également. Tout dépend. Je veux dire, tout dépend de ce que vous voulez atteindre, mais il y a des agences qui font à peu près tout. Il suffit d'avoir un beau cahier des charges et de comprendre exactement ce que vous voulez atteindre et ça va revenir par rapport aux objectifs clairs et atteignables. Vos objectifs vont définir où vous allez aller. Donc, obligatoirement, il y a la cible, mais les objectifs que vous voulez mettre derrière. Je parlais par exemple du fait de faire que la BM peut s'utiliser complètement en termes de prospection. Obligatoirement, quand vous faites la prospection, vous n'êtes pas connu du compte du tout. Vous n'allez pas nécessairement essayer de gagner du deal avant tout. Vous allez essayer de vous faire connaître, de faire augmenter votre notoriété, on va dire ce qu'on appelle la voix, ou le nombre, où il y a des gens qui parlent de nombre d'occurrences, le nombre de fois qu'on est cité dans l'entreprise, qu'ils arrivent à voir. C'est ces objectifs-là qu'il faut atteindre. Donc, vous allez définir vraiment vos objectifs selon ce que vos tactiques vont définir vos objectifs, et également la façon dont vous allez vous faire accompagner sera clairement fait par rapport aux objectifs que vous allez essayer d'avoir. Mais faites-vous accompagner. Je sais que les questions de budget sont souvent récurrentes là-dessus, mais vous n'avez pas besoin de vous faire accompagner pour tout. Choisissez où placer votre argent. Peut-être que votre plus grosse lacune, c'est aussi faire un audit avant. Peut-être votre plus grosse lacune, c'est la donnée, ou parce que vous êtes très bon, vous avez des équipes qui sont très bonnes pour écrire du contenu, donc vous n'avez peut-être pas besoin d'une agence pour ça, mais peut-être de notre côté, vous n'avez pas de content stratégiste ou autre, et vous avez besoin d'une agence qui vous aide sur cette partie contenu, qui vous aide à identifier des messaging percutants, ce genre de choses. Donc là, il va falloir investir. Donc, vraiment, choisissez... Vous pouvez vous faire accompagner de différentes façons. Et équipez-vous, bien sûr, de bonnes solutions au bon moment. On voit beaucoup de gens essayer d'avoir beaucoup de solutions qui ne servent à rien finalement, qui n'ont pas de grand intérêt. Mais voilà. Je me permets, pardon, Benoît, oui. Parce qu'il y a une question qui est intéressante de dire qu'il y a un problème dans l'ABM, c'est que ça demande un investissement. Ce n'est pas un problème, c'est une réalité. C'est-à-dire que Sony l'a dit aussi, on va chercher les comptes les plus stratégiques pour l'entreprise. Si on va chercher un compte avec un panier moyen de 1 000 €, ça n'a pas de sens de déployer une campagne qui coûte 10 fois plus que ça. Enfin, il y a un moment, c'est un équilibre et une nuance à trouver. C'est-à-dire qu'on va déployer une tactique et une stratégie pour aller chercher les comptes à plus fort potentiel et donc les plus rémunérateurs. Donc, bien évidemment, c'est un calcul à faire et quelque chose qui doit être posé en amont. Est-ce que c'est réaliste de déployer et de consacrer mes ressources budgétaires, humaines, techniques pour aller chercher des comptes qui ne valent pas la peine? Donc, c'est pas un problème pour moi le fait que ça demande un investissement. C'est un calcul sur mon retour sur investissement. Et par rapport à l'autre question d'exemple de séquences concrètes et autres, je me permets, ça ne se fait pas, mais on avait sorti un livre blanc sur les tactiques avec le print et le digital avec la Poste. Et dedans, vous avez des exemples concrets. Il y a Augury, il y a Privatiseur, il y a Woodrive, etc. Et ça reprend des exemples de campagne. Donc, ça peut peut-être aider... Isabelle, si tu veux partager le lien dans le chat, c'est avec plaisir. Je pense qu'un des derniers points hyper importants, c'est trouver les bons KPI, Sony, pour avoir la bonne boussole, peut-être. Complètement. Complètement, comme je disais, obligatoirement, si vous avez vos KPI vont obligatoirement dépendre de vos objectifs. Clairement, donc si votre objectif c'est clairement de signer du deal tout de suite, comme je disais, ça n'a pas spécialement quelque chose qui va fonctionner. Vous pouvez mettre aussi, vous pouvez avoir la KPI de nombre de deals signés à un certain moment, on va dire peut-être dans les 8-9 mois après avoir débuté, si vous faites tout bien, sans souci. Mais il y a un certain nombre de bons KPI qu'il faut mettre à chaque étape
de l'email. Il y a l'engagement, il y a, comme je disais, le nombre, votre share of voice, je ne sais pas comment on dit, votre part de voix, on va dire en français. Part de voix, ouais. Votre part de voix en français. Ça peut être simplement, il y a par exemple, moi j'ai vu des collègues, on va dire, par exemple, mettre en ABM, par exemple, comment leurs données avaient grossi en KPI. C'est que ça a permis de faire grossir leurs données et d'avoir de la donnée percutante, notamment. Je parle de données clients. Ça peut être simplement, on voit par exemple sur comment les relations ont pu se réchauffer, on va dire en quelque sorte, entre des sociétés où on commençait à perdre un peu de pied quand on est dans un programme ABM. Il faut mettre le bon KPI au bon moment et ne pas tout mélanger. Si vous essayez de tout faire en même temps, vous allez obligatoirement échouer. Je vous le dis très clairement, c'est chaque chose au bon moment et ne pas essayer de tout faire. Comme je vous disais, nous on essaie par exemple de ne lancer que sur un seul on va dire un seul use case, par exemple quand on fait quelque chose et on s'y tient à ce use case là. Tant qu'on n'a pas éprouvé, quand on n'a pas signé quelque chose sur ce use case là, on continue parce que l'idée aussi, arrêter en bon chemin, c'est avouer que vous n'êtes pas bon. Isabelle, peut-être un mot sur ton KPI préféré, toi, dans les programmes ABM? Il y en a plusieurs parce qu'effectivement, on a différentes strates des moyens de mesurer. On a parlé de part de voix et de notoriété. Je rejoins Sony, c'est un KPI qui est hyper intéressant parce que quand on va être présent sur un marché qui ne nous a pas encore identifié comme pertinent ou prescripteur, c'est quand on voit qu'effectivement ça donne plus de résultats, c'est un bon KPI. Forcément, quand on est sur quelque chose d'ultra ciblé, qu'on se donne par exemple comme Woodrive d'avoir 35 entreprises ciblées, de voir effectivement dans combien d'entreprises est-ce que j'ai réussi à initier un contact, voire une opportunité commerciale. Et pour répondre à une question par rapport au fait de travailler la notoriété, c'est aussi de partager, d'utiliser des bonnes pratiques. Par exemple, on peut tout à fait, et c'est pas souvent connu, mais on peut tout à fait mettre en place une campagne de sponsorisation, d'attractivité sur LinkedIn, par exemple, auprès d'un seul compte, du moment qu'on atteint un certain seuil pour pouvoir constituer la campagne, mais ça permet d'être visible auprès d'un seul compte avec un contenu hyper ciblé. Donc ça, on travaille exclusivement la notoriété. On peut aussi travailler la lead gen, mais on travaille exclusivement la notoriété et on influence en fait un ensemble de personnes au sein du compte. Ça va bruisser. L'objectif, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure, on parle de vous au sein de l'entreprise. Alors, le temps file, il y a beaucoup de questions. Je pense que ça mériterait presque un webinaire en tant que tel pour donner un exemple concret et dérouler toute une stratégie ABM. Juste, moi, je voudrais partager un KPI que j'ai vu passer chez un client que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que ça relevait beaucoup de choses. C'était le pourcentage de tutoiement entre les CXO et les interlocuteurs de CAM de l'entreprise. Et donc, ils mesuraient leur capacité à créer du relationnel et donc à dépasser une cadre simplement client-fournisseur par cet indicateur taux de tutoiement. Mais là, une fois de plus, c'est un indicateur adapté à un objectif et à un contexte d'entreprise. Alors, un petit mot peut-être pour conclure, pour élargir un peu en perspective. Sony, qu'est-ce que tu retiens, toi, de l'ABM? Ce que j'en retiens, c'est que ce n'est pas quelque chose de figé. Obligatoirement, ça bouge toujours, ça bougera toujours, ça va évoluer avec toutes les techniques marketing qui vont. On voit très bien que aussi la technologie aide énormément en ce moment. Il y a énormément de choses qui arrivent, notamment à IBM. On voit par exemple l'arrivée de l'intent data. Alors ça pourrait faire quasiment l'objet d'un webinaire, je pense, pour vous. L'intent data, ce que ça en dit, ce que ça... et d'ailleurs, l'intent data, ça fonctionne surtout, par exemple, quand vous voulez découvrir les entreprises les plus stratégiques pour vous, notamment. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, ça ne révolutionne rien, la BM, hein, ça ne révolutionne pas le marketing, mais juste pas pour vous pousser à y aller, mais y voyez aussi dans la BM quelque part quelque chose qui vous permet aussi de vous
vous faire évoluer dans votre fonction marketing aujourd'hui. Je pense qu'on a quasiment que des marketeurs dans l'audience. L'idée, c'est aussi de vous faire aussi, c'est aussi quelque chose, c'est une stratégie aussi qui vous permet aussi de vous faire évoluer dans votre fonction marketing quelque part, de monter dans le côté, dans cette façon stratégique aussi dans l'entreprise, en montrant que vous avez cette créativité, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la créativité est de plus en plus importante dans la BM, peut-être plus que d'ailleurs que dans le marketing classique aujourd'hui, parce que là, obligatoirement, il va falloir démultiplier les efforts, mais voyez-le vraiment comme quelque chose qui va vous permettre de faire votre propre branding aujourd'hui. Vous voyez, sur ma slide, j'écris IBM stratégiste. Je n'aurais pas pu l'écrire il y a 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui vous permet aussi de faire évoluer, de changer aussi le focus qu'on peut avoir sur votre marketing. Anaplan est une assez grosse, n'est pas non plus la plus grosse boîte de software, mais commence à l'être et était considéré encore quand je suis rentré chez Anaplan, c'était encore considéré quasiment comme une start-up. Aujourd'hui, on l'est vraiment plus. Donc, mais ça nous a permis, par exemple, aujourd'hui, autant de rentrer, par exemple, aujourd'hui, le concept de CMO in region, par exemple, chez nous. Parce qu'aujourd'hui, les équipes en Europe du Sud me considèrent vraiment comme un CMO pour la région et pas simplement comme un marketeur qui répond à d'autres directeurs marketing qui sont basés aux États-Unis. Donc, il ne faut pas hésiter à y voir quelque chose là-dessus, comme quelque chose de faire évoluer votre fonction également. Et c'est pas regarder les technologies qui se font. Tout n'est pas valable exactement. J'ai vu une question passer sur, notamment pour les petites entreprises, comment elles peuvent se lancer. Je sais que, par exemple, pour les petites entreprises, la question du budget se pose, mais comme je disais, faites les choses à votre échelle. N'essayez pas d'aller investir dans des choses qui sont super coûteuses, qui ne vont pas vous rapporter des choses. Commencez par des choses que vous pouvez maîtriser. Comme je disais, il n'y a rien de différent avec le marketing classique. Commencez par des choses que vous avez maîtrisées, changez un peu votre contenu peut-être, et évoluez petit à petit. Et vous verrez, vous arriverez à faire évoluer votre business, votre société et votre marketing du coup avec le tout. Isabelle, peut-être un mot de perspective également ? Perspective, et peut-être pour rebondir sur une remarque qui a été faite sur le fait que ça manquait un peu de concret, par exemple, un type tout simple, et ça peut être pour demain adopter une première démarche qui s'apparente à de la camp-based marketing, c'est que si vous avez un contenu que vous avez produit dans une démarche de content marketing, c'est-à-dire que vous avez mis à disposition de votre audience qui va la télécharger, et à la limite, quelles que soient les personnes qui vont le télécharger, vous n'avez pas décidé, vous êtes plutôt attentiste. Un des types, ça peut être de reprendre ce contenu, par exemple un livre blanc, et d'en faire une présentation personnalisée sur un secteur, voire sur une entreprise. Et vous avez donc la même base, vous n'avez pas besoin de tout recréer, mais vous insérez par exemple une première page dédiée à une entreprise en particulier ou à un secteur en particulier. Et ce contenu, finalement, vous le réutilisez dans une démarche ABM. Et dans la partie perspective, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a aussi cette agilité qui est intéressante, c'est qu'on peut avoir démarré avec une stratégie plutôt inbound, donc on fait venir à soi des personnes qui sont en recherche de solutions sur une problématique, et on va switcher petit à petit, on a le schéma d'entonnoir avec les deux, on va switcher pour aller être moins probabiliste et plus proactif pour aller chercher les comptes qui nous intéressent. Et un des types qu'on peut déjà adopter, c'est cette personnalisation d'un contenu existant. Merci Isabelle. Il est 12h04, on a un tout petit peu dépassé le créneau. Ce que je vous propose, c'est si vous prenez encore quelques instants, s'il vous plaît, pour répondre au petit sondage de la fin. Est-ce que ce webinaire vous a un tout petit peu ou pas du tout convaincu de vous lancer dans l'ABM? C'était pour nous une manière d'un peu mesurer l'impact de nos échanges de ce matin. On a bien noté dans le chat le besoin et l'envie d'un certain nombre d'entre vous d'avoir des choses encore plus détaillées, encore plus pragmatiques. Ça sera peut-être l'objet d'un prochain webinaire où on essaiera peut-être de prendre un cas et de le dérouler de A à Z, histoire d'être encore plus précis. En tout cas, je voulais remercier Thomas pour nous avoir aidé à organiser avec le CMIT cet événement. Évidemment, merci beaucoup à nos interlocuteurs, nos experts du jour, Sony et Isabelle. Merci beaucoup. Merci à toute l'audience. Et je vois que pour l'instant, on a quand même réussi à convertir, ou en tout cas
à convaincre plus d'un tiers de l'audience que la stratégie d'ABM peut être une bonne idée dans leur organisation. Et pour Merci répondre, à tous. pardon Benoît, pour Oui. répondre à une question, il y a effectivement un groupe qui existe sur LinkedIn de Meetup ABM qui est monté par Maxence Pindavoine, dont je pourrais redonner le lien, et où effectivement il y a des échanges entre marketeurs et sales sur les approches, les tactiques, et un forum qui permet effectivement de poser ces questions. Merci Isabelle. Un mot de la fin. Au revoir Thomas, Sony. Merci à tous. Merci Benoît pour la tenue de ce webinaire, et merci à Isabelle et à Sony pour vos retours d'expérience plus qu'intéressants sur ce sujet de l'ABM, qui va nous permettre aussi au sein du CMIT de travailler et de retravailler le sujet avec nos adhérents. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.